Bonjour à tous. Dans l'actualité de ce jeudi 23 novembre 2017, le séminaire gouvernemental sur le registre des personnes physiques. La volonté affichée est claire. Il s'agit de permettre une meilleure prise en compte des populations dans les programmes nationaux de développement. L'actualité, c'est aussi le Sahara 2017, Salon international de l'agriculture et des ressources animales. 4 accords de plus de 126 milliards de francs CFA ont été signés hier pour le financement de la filière riz. On parlera aussi du retour volontaire à Abidjan de 166 migrants ivoiriens. Ils ont regagné le pays grâce au soutien du gouvernement, donc ivoirien. Mais avant, le gouvernement qui a pris d'importantes mesures, d'importantes décisions hier en Conseil des ministres. Parmi ces décisions, la mise en circulation dès lundi d'une nouvelle génération de taxis à Abidjan et l'adoption du programme national d'investissement agricole. La synthèse du Conseil des ministres d'hier avec Jérôme Kofi Aboulin. Le Conseil des ministres ce mercredi en a parlé, mais en divers. Toutefois, cela ne met pas en cause l'importance qu'elle revêt. Il s'agit, vous l'avez compris, de la nouvelle génération de taxis à mettre en circulation. Avec cette initiative, le gouvernement entend renouveler le parc auto devenu vieillissant et créer des conditions plus avantageuses. Des taxis qui affichent un certain nombre d'avantages sur la génération précédente. Il s'agit notamment d'une sécurisation plus forte qui est visible par les passagers, d'une formation plus étendue et plus complète des chauffeurs, donc amenés à exploiter ces taxis. Il s'agit également de taxis qui vont permettre, par exemple, des paiements électroniques. Une autre information non moins importante publiée au cours de ce conseil, c'est l'adoption du programme national d'investissement agricole 2 ou PENIA 2. Le PENIA 2 vient en complément du PENIA 1 grâce auquel le taux de pauvreté depuis plusieurs années connaît une baisse considérable avec surtout la création de plus de 2 millions d'emplois. Ce PENIA 2 par ailleurs apporte une réponse à la nécessité d'une meilleure synergie d'action et des résultats entre ces différentes activités, agriculture, élevage, gestion des forêts, etc. Et ce PENIA 2 innove pour ce fait avec la création, ce qui s'appelle désormais les agropoles. 9 agropoles ont été définis et couvrent l'ensemble du territoire national. Chaque agropole, ou chaque zone d'agropole, en amont, toutes les activités qui permettent d'améliorer la production agricole de la zone concernée. Et en aval, la zone d'agropole prendra en compte toutes les activités et besoins de l'ensemble des acteurs privés et publics pour la conservation, la transformation, la commercialisation, donc des produits agricoles de la zone. Aussi, ce conseil a-t-il fait cas des mesures en vue de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. En application de la loi 2016-992 du 14 novembre 2016 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme, ce décret donne compétence au comité de coordination des politiques nationales de lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive, dénommé comité de coordination pour identifier, évaluer, comprendre et atténuer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme auxquels notre pays pourrait être exposé. À noter pour finir la situation des migrants évoquée lors du point presse consécutif à la réunion du Conseil. Les actions de l'État ivoirien jusque-là ont permis le retour de plus de 1200 migrants ressortissants de la Côte d'Ivoire qui ont connu des moments difficiles à l'étranger. Réaction du porte-parole du gouvernement, Bruno Nabagné-Koné, à une préoccupation d'un journaliste qui voulait en savoir plus quant aux mesures prises par le gouvernement ivoirien sur cette question. On s'intéresse maintenant aux audiences du vice-président. Daniel Kablan-Duncan a reçu le président directeur général du groupe Orange, Stéphane Richard, est allé signifier au vice-président la volonté de son groupe de réaliser plusieurs projets en Côte d'Ivoire. Mahama Traoré et Jérôme Kofi Aboulin.
Stéphane Richrad est depuis février 2011 le président directeur général d'Orange, géant français des télécommunications. Il séjourne en Côte d'Ivoire à la faveur de la pose de la première pierre du futur siège de la filiale de son groupe, à savoir Orange Côte d'Ivoire. Leader du secteur ivoirien des télécommunications avec 43% des parts de marché, Orange Côte d'Ivoire entend accroître ses investissements, chose que Stéphane Richrad a tenu à signifier au vice-président Daniel Kablan-Duncan. On est un des grands investisseurs de la Côte d'Ivoire. Ça commence évidemment par le déploiement des réseaux. On a aussi beaucoup d'autres actions. On a parlé du mobile banking, du mobile money. C'est un domaine de croissance très fort qui en plus a une grande utilité sociale. On a des projets pour monter plus haut, disons, dans la chaîne de valeur des services financiers sur le mobile et sans doute à terme de devenir une banque de plein exercice. Il y a beaucoup d'autres domaines, l'énergie, l'action en direction aussi des start-up et d'innovation dans lesquels Orange est très présent et entend faire encore bien plus dans le futur. Selon les chiffres de l'autorité des régulations des télécommunications en Côte d'Ivoire publiés fin juin 2017, Orange Côte d'Ivoire compte plus de 13 millions d'abonnés à la téléphonie mobile et plus de 5 millions dans le secteur du mobile banking. Et pour passer à l'acte, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly était hier à la cérémonie de la pose de la première pierre du nouveau siège d'Orange. Coût d'investissement 28 milliards de francs CFA. Alexis Ouedraogo. Truelle en main, Amadou Gon Coulibaly pose le ciment, puis la toute première pierre du futur siège d'Orange Côte d'Ivoire. Sur un terrain de 18 181 mètres carrés, le site devra regrouper dans 24 mois près de 900 agents de la compagnie. Pour le président directeur général Stéphane Richrad, la construction de ce siège est la volonté affichée du groupe d'un ancrage fort et durable en Côte d'Ivoire. Ce grand projet, je l'ai dit, il doit aussi, bien sûr, être compris et regardé comme une nouvelle démonstration de l'engagement d'Orange en Côte d'Ivoire et comme Orange pour accompagner le développement de la Côte d'Ivoire sur le chemin du numérique. Dans un pays avec plus de 15 milliards de francs CFA de transactions financières via mobile money chaque jour, les avancées en matière de connectivité mises en œuvre par le gouvernement sont notables et les efforts pour les renforcer aussi. Nous enregistrons plus de 200 000 emplois directs dans le secteur, plus de 1 000 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires annuel. Je mentionnerai également l'intérêt croissant de nos jeunes pour le numérique et un nombre de plus en plus important de nouveaux métiers permis par la disponibilité des réseaux et systèmes de télécommunications. Métiers dans les centres d'appel, l'infogérance, la sous-traitance informatique, l'e-commerce, la cybersécurité et Stéphane Richrad en parlait tout à l'heure, bientôt la data science. Un master sera lancé demain à l'INPHB de Yamoussoukro par le président du groupe lui-même. Le chef du gouvernement a pour sa part salué ce partenariat gagnant-gagnant du secteur des TIC. Il a appelé à mettre l'expertise numérique au service du développement local avec des solutions à des problématiques telles que l'emploi des jeunes. Vous comprendrez que pour un pays comme le nôtre, dont 75 à 77% de la population est âgée de moins de 35 ans, la problématique de l'emploi est pour nous totalement prioritaire. Et nous sommes convaincus, comme vous, le chef de l'État, le vice-président, le Premier ministre et le gouvernement, que pour l'avenir, l'investissement dans le secteur de l'électronique numérique nous permettra d'apporter des réponses intelligentes et idoines à la problématique de l'emploi. Monsieur le Président, donc, nous vous invitons à continuer d'investir fortement dans notre pays. Amadou Gon Coulibaly a pour finir assuré de la ferme volonté du gouvernement de toujours appuyer les réformes pour soutenir le secteur. Et ce matin, le Premier ministre a ouvert le séminaire gouvernemental sur le registre des personnes physiques en Côte d'Ivoire. C'est au palais présidentiel. En clair, la maîtrise du registre des personnes physiques en Côte d'Ivoire devrait permettre une meilleure prise en compte des populations dans les programmes nationaux de développement. Alexis Ouedraogo.
Membres du gouvernement, partenaires techniques et financiers ont répondu présents ce jeudi à l'invitation du chef du gouvernement Amadou Gon Coulibaly. Sur la table des réflexions de ce séminaire gouvernemental, le registre national des personnes physiques. Mais qu'est-ce que c'est? Le registre national des personnes physiques est une banque de données permettant l'identification des personnes physiques qui y sont inscrites. Entre autres avantages, il permet de procéder à une mise à jour rapide et efficace des différents fichiers administratifs tenus par les services publics. Il s'agira de disposer d'un état civil fiable, sécurisé et fonctionnel, d'obtenir un registre national des personnes physiques qui comprendra les Ivoiriens vivant en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens vivant à l'étranger et les étrangers vivant ou de passage donc en Côte d'Ivoire, d'obtenir des outils de mesure de l'amélioration de la définition des politiques publiques et d'accélérer la transition vers l'e-gouvernance. Ce séminaire gouvernemental doit permettre d'approfondir les réflexions sur le sujet et de sortir des procédures de mise en œuvre efficaces. La maîtrise du registre des personnes physiques donnera aussi la possibilité d'une meilleure prise en compte des populations dans les programmes nationaux de développement, rendre plus concret la vision de partage des richesses. Et 24 heures avant ce séminaire gouvernemental, le Premier ministre était au Sahara. Le gouvernement, les organisations professionnelles agricoles, les partenaires au développement et le secteur privé ont signé un pacte de financement du programme national d'investissement agricole, le PNIA 2, qui va nécessiter un investissement de 11 905 milliards de francs CFA. Le Sahara 2017 constitue en ce moment l'actualité donc dans notre pays. Le Salon international de l'agriculture et des ressources animales. 4 accords de plus de 126 milliards de francs CFA ont été signés pour le financement de la filière riz. Ces investissements vont débuter à partir de 2018 dans plusieurs régions productrices du pays, nous dit Cheikh Koné. 126 milliards de francs CFA. C'est le montant global de ces 4 accords cadres signés en faveur du développement de la filière riz en Côte d'Ivoire. Cet important investissement est le fruit d'une coopération équilibrée entre acteurs privés et publics. C'est un grand jour pour la Côte d'Ivoire. Today is a milestone for Côte d'Ivoire. C'est un grand jour pour l'agriculture ivoirienne. Il y a un engagement fort des partenaires privés pour le développement de la riziculture en Côte d'Ivoire. Ils ont pris vraiment des engagements forts. Ils ont qu'effectivement, ils vont s'intéresser de manière forte, faire des investissements, développer la riziculture en Côte d'Ivoire, qu'on soit autosuffisant, vraiment dans des délais très très courts. Ces investissements débuteront en 2018 dans plusieurs régions productrices de riz, notamment dans le nord-est, le centre-ouest et l'ouest de la Côte d'Ivoire. Ils consisteront en la production, la transformation et la commercialisation du riz blanchi. L'investissement va se concentrer sur la production du paddy, la transformation et la commercialisation du paddy. C'est comme ça que ça va se faire. À terme, ces investissements permettront à la Côte d'Ivoire de bénéficier d'une production rizicole additionnelle d'1,16 million de riz blanchi, avec à la clé la création de plus de 3 millions d'emplois indirects et 700 emplois directs. Pour rappel, depuis plusieurs années, en matière de production rizicole, la Côte d'Ivoire est toujours dépendante d'importations massives de riz. La production actuelle se situe à 1,4 million de tonnes de riz pour une consommation annuelle de 2,5 millions de tonnes de riz. Et au Sahara, comment l'ANADER s'adapte au changement climatique? Suivons ce reportage de Jean-Louis Gbangbo. C'est le constat fait par les panélistes invités par l'ANADER, l'Agence nationale d'appui au développement rural, au 5e jour du Sahara, le Salon international de l'agriculture et des ressources animales. Une modification du régime climatique, c'est toute l'activité agricole qui s'en trouve impactée. Et lorsque également on assiste à des phénomènes de chaleur ou d'élévation de la température, certaines espèces biologiques deviennent sensibles et ont du mal à pouvoir se développer. L'ANADER et le ministère de l'Agriculture sont à la recherche de solutions visant à mieux encadrer les agriculteurs afin de les aider à faire face à ce phénomène. Le changement climatique n'est pas une fatalité. Il y a eu des changements dans le passé et les gens, les uns et les autres, ont eu à faire face. Il s'agit pour nous d'adopter les bonnes pratiques agricoles, de bons changements de mentalité pour que nous puissions faire usage de ce que nous avons comme technologie, comme science aujourd'hui,
pour pouvoir mieux cultiver et avoir les mêmes rendements que quand le climat n'avait pas encore changé. Aujourd'hui, nous développons des projets visant la maîtrise de l'eau à travers la promotion de l'irrigation. Nous allons beaucoup plus aller vers des systèmes économes en eau, comme des systèmes goutte à goutte, la micro-irrigation. Des techniques et des solutions adaptées qui vont contribuer à l'amélioration des conditions de vie du monde rural, mais également qui permettront de répondre à la transformation structurelle de l'économie agricole face au changement climatique. Et vous venez de le voir, les participants au Sahara réfléchissent sur la problématique du changement climatique. C'est d'ailleurs le sujet au centre de la 7e journée du Salon de l'agriculture. Qu'est-ce qui est fait par les producteurs depuis la survenue de cette crise climatique? Élément de réponse dans ce dossier de Noël Niagno. Le coton, le cacao, 2 produits d'exportation. Un vivrier, la tomate. 3 spéculations d'importance socio-économique pour la Côte d'Ivoire. Culture annuelle, le coton tisse depuis plus d'une décennie l'économie ivoirienne. Et son impact pour le bassin cotonnier, le nord de la Côte d'Ivoire, est réel. Le coton, chez nous, représente uniquement que la vie. À travers le coton, tu peux avoir du vivier. À travers la culture du coton, tu peux t'offrir une maison, tu peux scolariser tes enfants. Vous voyez, c'est très important. Dans la culture du coton un peu mondiale chez nous, les populations du Nord. Le cacao, le label de la Côte d'Ivoire depuis des décennies. Son poids économique est réel. La chute des cours en 2016-2017 a provoqué un réajustement du budget national à hauteur de 9%. La tomate, un vivrier très prisé des Ivoiriens pour les nombreuses possibilités culinaires qu'elle offre. La tomate, parce que trop de préparation que la tomate rentre dedans. Donc la tomate est très important. Et je pense que nos docteurs ils disent que la tomate en consommant frais, que ça donne la santé. Elle permet donc aux Ivoiriens de bien se nourrir. Pour le producteur, c'est une source de revenus significative. Si j'investis 2 millions, je m'en sors avec 5. Seulement voilà, ces 3 spéculations sont encore dépendantes de la pluie et du beau temps, quel que soit leur lieu de production. Le cacao au sud, le coton au nord, la tomate partout en Côte d'Ivoire, 57 ans après les indépendances. Nous commençons avec la pluie. Quand elle cesse, nous arrêtons aussi. Incidence des effets du changement climatique sur ces spéculations, baisse de la production. Tenez, sur la campagne 2015-2016, la production de coton de Côte d'Ivoire a baissé d'environ 30%. Nous sommes passés de plus de 450 000 tonnes à 310 000 tonnes il y a 2 ans de cela. Au moment où on a besoin de la pluie ne vient pas. Au moment des récoltes, des petits capsules qu'on a eues et qui viennent de s'ouvrir, maintenant il commence à pleuvoir sur ça encore pour dégrader la valeur du coton. Le coton que j'ai en main, comme il n'y avait pas plu hier nuit, elle est plus blanc que ça. Mais avec la pluie d'hier nuit, ça fait que la couleur a changé un peu. Le cacao, c'est d'abord le verger qui a souffert du changement climatique. Avec lui, la production. Avant, quand il commence à pleuvoir en juin jusqu'en octobre, il continue à pleuvoir. Mais maintenant, tu trouves que quand il pleut un peu en juin, il s'arrête. En août, il pleut un peu. Il peut s'arrêter pour attendre jusqu'à venir vers octobre, il reprend. Cette année, par exemple, depuis décembre, il a arrêté de pleuvoir jusqu'en mars. C'est en mars qu'il a commencé à pleuvoir. Donc, ce qui fait que la production a changé. Dans le cas du vivrier, c'est la poche du consommateur qui paie le lourd tribut. Nous sommes 2 personnes, je suis avec ma femme. Avec 3 000 francs, il fait le marché. Ça veut dire que si demain il y a un enfant, comment ça va devenir? En un mot commençant, le changement climatique risque de mettre en péril les économies africaines. Il faut donc lui apporter une solution durable. La raison essentielle, le secteur agricole est pourvoyeur d'emplois. Le cas du vivrier. Nos enfants qui traînent, nous on ne veut plus que les enfants quittent pour aller se chercher en Europe. Parce que ce n'est pas pour aller se chercher, c'est pour aller chercher la mort. Nous avons dit que ce programme-là, ça va permettre à chaque enfant, chaque jeune dans sa région,
Le développement, là, c'est direct dans ta région. C'est un projet intégré. C'est pourquoi nous demandons que ça soit fait maintenant. Mitiger le phénomène est donc nécessaire. Dans le cadre de la cacaoculture, on a choisi l'agroforesterie. À cause du changement climatique, là, on nous a conseillé de planter les arbres dans les champs. Parce qu'il n'y a plus de forêt, donc ça protège les plantations. Les solutions durables résident dans la production de matériel végétal résistant aux nouvelles exigences climatiques. Et en Allemagne, l'on a parlé aussi du changement climatique. Sur place, des accords ont été aussi signés pour la conservation des espèces migratrices. C'était lors de la 23e conférence des parties COP23 à Bonn, en Allemagne, avec le programme des Nations Unies pour l'environnement. Grace Kando revient de l'Allemagne. Regardez. Signature des mémorandums d'accord de la Convention des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage sur les requins et les rapaces entre l'État de Côte d'Ivoire et le Programme des Nations Unies pour l'environnement. Cette convention est une plateforme pour la conservation et l'utilisation durable des animaux migrateurs et de leur habitat. Pour la ministre Anne-Désirée Ouloto, les espèces migratrices doivent être au centre des débats sur les changements climatiques. Ce sont des espèces qui sont vulnérables au changement climatique et qui nécessitent donc une protection particulière puisqu'on y gagne tous, n'est-ce pas, notamment en matière de pêche durable. Raison pour laquelle la Côte d'Ivoire estime qu'il est temps de s'engager auprès donc des autres pays qui ont franchi le pas après la ratification donc, de ces conventions. Pour la préservation et la réhabilitation des forêts ivoiriennes et ghanéennes, les deux ministres des Eaux et Forêts ont signé une convention avec l'industrie du cacao et du chocolat. Il s'agit d'un cadre d'action commune portant sur plusieurs engagements, notamment le respect des droits des producteurs du cacao et la promotion de la restauration et de la conservation sur le long terme des parcs nationaux et réserves, ainsi que des forêts classées. Ici, en Côte d'Ivoire, ce retour volontaire de 166 migrants ivoiriens. Ils ont regagné le pays hier. En 2 jours, ce sont 321 migrants ivoiriens qui ont pu quitter la Libye grâce au soutien du gouvernement ivoirien. Herman Guivé. Le regard tourné vers une rangée de migrants, Damdo Sokadi cherche sa petite fille. Nous n'aurons pas le plaisir de filmer la scène de retrouvailles, ce qui n'enlève presque rien à la joie de la grand-mère de retrouver sa petite fille. Moi là, je salue bon Dieu, je remercie bon Dieu, je remercie Alassane Ouattara, ce qu'il nous a fait là. Je me couche à la maison, je ne dors pas. Depuis ma fille est partie, elle est morte, elle est là, je ne sais pas. Arrivé sur le coup de 19h55 à bord de cet avion, 5 minutes plus tard, le premier d'entre eux donne le temps de la descente. Certains parmi eux ont même du mal à descendre l'échelle de coupé. Ils resteront solidaires jusqu'au bout. Capuche sur la tête, visage couvert pour certains, regard dévoilé pour d'autres, la profondeur d'un regard qui est à la mesure de l'horreur côtoyée au quotidien. 166 migrants ivoiriens de retour grâce à l'étroite collaboration entre le gouvernement ivoirien, l'Organisation internationale pour les migrations OIM et l'Union européenne. Ça fait vraiment un petit bout de temps qu'on travaille dessus avec les autorités ivoiriennes pour faciliter ces retours volontaires. Donc là, je suis vraiment très contente. C'est le 2e vol qui a pu rentrer. Il y a une équipe de psychologues qui est ici pour accueillir les migrants. Il y a des travailleurs sociaux, il y a le SAMU qui est là si jamais il y a quelque chose. Il y a des infirmiers si jamais il y a quelque chose. Donc on essaye vraiment, le premier temps, c'est vraiment la prise en charge des besoins immédiats. Ça ne s'arrête pas à un vol, mais c'est un vrai travail de réintégration et de réinsertion qui va être fait ensuite, un vrai travail social au-delà du travail humanitaire qui va être conduit pour aider ces migrants à reprendre et à retrouver une vie normale. Venu spécialement les accueillir, le ministre de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, a à ses côtés le lead vocal du groupe Magic System, Traoré Salif. Le président de la République, homme de vision, a fixé comme objectif celui de faire rentrer en Côte d'Ivoire tous les Ivoiriens qui le souhaitent et qui sont en situation de détresse à l'extérieur, comme c'est le cas actuellement en Libye. Nous n'avons pas attendu
les révélations faites par une chaîne de télévision étrangère pour procéder à cette opération d'évacuation volontaire d'Ivoiriens pris dans le piège libyen. Il est important que les autorités libyennes prennent leurs responsabilités. Il ne saurait avoir de sanctuaire pour les manquements aux droits de l'homme. Ces personnes bénéficieront d'un hébergement d'urgence pour quelques jours si nécessaire et d'un appui symbolique. Elles pourront également s'inscrire dans le projet de réintégration et de réinsertion du Fonds fiduciaire d'urgence de l'Union européenne, mis en œuvre par l'OIM pour les financements de projets collectifs ou individuels. Le cauchemar libyen est désormais loin derrière. Il leur appartient à présent de choisir une nouvelle trajectoire afin de ne point retomber dans les mirages du désert libyen. Et la situation des migrants victimes de trafic humain en Libye était au centre de la rencontre à l'Élysée à Paris entre le président français Emmanuel Macron et son homologue guinéen et président de l'Union africaine Alpha Condé. Les deux chefs d'État ont aussi évoqué les relations bilatérales entre la France et la Guinée, le prochain sommet Union européenne-Union africaine à Abidjan ou encore les crises qui traversent certains pays du continent. Au niveau des droits de l'homme, l'Observatoire ivoirien des droits de l'homme et le Centre de conseil et d'appui pour les jeunes en matière des droits humains ont organisé récemment à Yopougon la 3e édition du Campus des droits de l'homme. Objectif, renforcer les capacités des jeunes sur la question de la démocratie et des droits humains. Davis Oyo et Serge Kolia pour plus de détails. Aïcha est spécialiste en droits de l'homme. Venue du Burkina Faso, elle prend part à la 3e édition du Campus des droits de l'homme 2017. J'ai trouvé très important de venir ici pour renforcer mes capacités afin de mieux pouvoir promouvoir, défendre et protéger les droits de l'homme. Comme Aïcha, Armand vient renforcer ses capacités en droits humains. Membre du réseau ivoirien des jeunes leaders pour l'intégrité, le jeune homme entend également s'instruire sur les notions de démocratie. En tant que jeune leader, c'était pour nous important de participer à cette formation en vue d'acquérir un certain nombre de valeurs pour pouvoir participer à la recomposition des acteurs de la société civile. Inciter la jeunesse ivoirienne et africaine à une participation citoyenne et responsable au débat politique. C'est l'objectif de la CNDHCI, la Commission nationale des droits de l'homme de Côte d'Ivoire. La Commission nationale des droits de l'homme est venue donner plus de vision aux jeunes pour permettre à nos jeunes d'être des acteurs non violents, des acteurs de développement, des leaders. Pour cela, une telle formation est encouragée. Pour les initiateurs, cette formation aborde des thèmes majeurs en matière de démocratie. Les jeunes doivent être formés aux rudiments des droits de l'homme et surtout comment est-ce qu'ils peuvent mettre en application les principes fondamentaux des droits de l'homme dans leur travail respectif. Et pour nous, une jeunesse bien formée, c'est la garantie de lendemain meilleur. Le campus des droits de l'homme bénéficie du soutien technique du Centre de conseil et d'appui pour les jeunes en matière des droits humains basé à Genève. Depuis la première édition, 60 jeunes ont été formés. En image, l'Association internationale des parlementaires pour la paix a organisé un séminaire de renforcement de capacité des députés sur la paix, rencontre autour du thème « Quelle philosophie de paix pour les parlementaires pour contribuer à l'avènement d'une paix durable en Côte d'Ivoire ?» Nous y reviendrons à 20h. Au Zimbabwe, le président Mugabe démissionne après 37 ans de pouvoir. Il était confronté à une pression populaire sans précédent. Sur place, Emmerson Mnangagwa a appelé au rassemblement. Mais qui est ce nouvel homme fort du Zimbabwe? Son portrait avec Sidonie Davila Waka. Sa déchéance n'aura duré que quelques jours. De la vice-présidente du ZANU-PF, Emmerson Mnangagwa a été l'un des premiers compagnons de route de Robert Mugabe. Il occupait une position stratégique au moment de l'indépendance de la colonie britannique en 1980. Figure politique majeure au Zimbabwe où il s'est battu pour la libération avant l'indépendance des années 1980, il est devenu par la suite un proche allié politique du président Robert Mugabe. Il faisait partie du mouvement de libération et s'est battu aux côtés de la plupart des généraux actuels de l'armée.
En tant qu'un des principaux dirigeants de l'Association des anciens combattants et numéro 2 pour succéder à Mugabe, son avenir semblait tout tracé. Victime des ambitions politiques de la première dame, Emmerson Mnangagwa a été limogé de la vice-présidence du pays le 6 novembre dernier et perdait ainsi son statut de dauphin naturel du chef de l'État. Emmerson Mnangagwa, 75 ans, qui sera investi demain vendredi président par intérim du Zimbabwe, avait fui le pays pour l'Afrique du Sud pour ne revenir que le mercredi dernier. Emmerson Mnangagwa, celui que l'on surnomme le crocodile qui s'apprête à succéder à Robert Mugabe à la tête du Zimbabwe, a salué mercredi le début d'une nouvelle démocratie dans son premier discours. Voilà, et c'est la fin de ce 13h supervisé par Sylvie Touré. Merci de votre fidélité.